Eh bien, bonjour à toutes et à toutes, à toutes et à tous, pardon. Bienvenue dans cette deuxième édition des conférences des vendredis de l'innovation. Et aujourd'hui, donc, la thématique, c'est, comme ça s'affiche sur votre écran, comment la réalité virtuelle, et comment la réalité immersive et les mondes virtuels vont-ils bousculer la pédagogie. Et nous accueillons, je le présenterai tout à l'heure, Simon Richir, qui est professeur et enseignant-chercheur. Voilà, donc bienvenue, je me représente, François Calvet, je suis directeur du pôle innovation au CNAM des Pays de la Loire. Donc bienvenue à tous les collègues du CNAM Pays de la Loire, nos collègues aussi d'autres CNAM en région ou du CNAM Paris, Thierry Kossielniak, directeur du numérique du CNAM national qui est parmi nous. Également aux collectivités et aux entreprises qui ont été invitées. On va être ensemble 45 minutes, donc on essaiera de tenir les délais. Et cette deuxième série, donc la première de la série était sur les escape games en formation. Donc là, on est sur la réalité virtuelle. Ces conférences sont organisées par le pôle innovation du CNAM des Pays de la Loire. Et aujourd'hui, à chaque fois, si vous voulez, il y aura 3 temps. Le premier temps, c'est de recontextualiser sur les objets sur lesquels travaille le pôle innovation, donc du CNAM Pays de la Loire, de manière à ce que vous puissiez comprendre nos centres d'intérêt. Un temps, le plus important, grand témoin, donc Simon Richir, qui nous emmènera dans des mondes virtuels. Et puis, échange, questions-réponses, avec vous. J'imagine qu'il y aura un certain nombre de questions. Voilà, donc le premier temps, avant de présenter Simon Richir, je vais laisser la parole à Jean-Baptiste Bocard Diouf et Hélène Meyer de notre pôle innovation qui vont resituer les objets sur lesquels on travaille. Jean-Baptiste va nous exposer sur la vidéo 360 en immersion sur quoi on travaille, et puis Hélène sur la réalité virtuelle. Jean-Baptiste, à toi la parole. En 30 secondes. Oui, bonjour. Alors, donc nous, à ce jour, on a un projet d'intégration de la vidéo 360 degrés dans les enseignements au niveau du CNAM Pays de la Loire. Donc, on commence à s'équiper et aussi on a commencé à faire en état de l'art, hein. C'est ce qui est en train de se faire au niveau des établissements d'enseignement, de formation avec l'intégration de la vidéo 360 degrés. Et chez nous, on est en train de voir aussi avec l'Institut, parce qu'on a un institut français du foie industriel qui est basé à Cholet. J'espère que je n'ai pas dit de bêtises, mais voilà. Donc, on est en train de travailler avec un enseignant qui est là-bas, qui est intéressé par cet usage de la vidéo 360 degrés. Donc, on est plus sur la phase voilà, étude du besoin. Après, on passera à tout ce qui est scénarisation et après, on pourra passer à la production. Voilà, en gros, les Super. détails. J'espère que je n'ai rien paté. Non, c'est bon. Merci Jean-Baptiste. Ensuite, Hélène, tu Alors, veux... nous, dans le cadre du PIA, donc du plan d'investissement d'avenir, en fait, on travaille avec 2 entreprises partenaires, LDC d'Inde, qui fait de la découpe de volailles, et Dalkia Froid Solutions, qui est tout ce qui est entretien des systèmes climatiques. Et on va intégrer la réalité virtuelle dans 2 parcours de formation, donc avec LDC d'Inde sur l'aiguisage de couteaux, et puis apprendre à découper en toute sécurité en réalité virtuelle, la dinde. Et avec Dalkia, on va l'intégrer dans un parcours pour voir la maintenance préventive de machines très particulières qui sont compliquées à trouver en fait chez des clients. Donc, leur faire vivre déjà tout le process de maintenance de machines climatiques. Voilà pour le résumé. Merci Hélène. Donc notre positionnement stratégique au CNAM Pays de la Loire sur ces objets-là, donc sur la réalité virtuelle, c'est de monter des partenariats avec des entreprises du territoire qui sont spécialisées dans la réalité virtuelle. Nous, on se positionne bien sur l'ingénierie pédagogique, la scénarisation, donc comment on intègre ces contenus de réalité virtuelle dans des formations. Sur la vidéo 360, par contre, nous serons producteurs de contenu pour l'intégrer dans nos formations et dans nos prestations de formation.
Voilà, voilà. Donc ça resitue sur ces objets-là, ce sur quoi nous travaillons. Au niveau du CNAM Paris, mais c'est pas l'objet aujourd'hui, mais le CNAM Paris travaille évidemment également sur ces objets-là de réalité virtuelle, notamment avec Simon Richir. Simon l'évoquera tout à l'heure sur un des projets. Voilà, on est au second temps maintenant de cette conférence. Nous avons le plaisir donc d'accueillir Simon Richir. Alors Simon, tu es basé à Laval. Je vais te présenter du coup. Tu es professeur, docteur et ingénieur de l'ENSAM Arts et Métiers. Tu es l'un des pionniers et l'un des leaders reconnus de la recherche française pour la réalité virtuelle et la réalité augmentée, et donc sur des applications pratiques, que ce soit par exemple dans le domaine de la pédagogie ou encore du management. Et également, tu es à la tête de l'équipe de recherche présence et innovation du laboratoire LAMPA. Tu es également cofondateur et directeur scientifique de l'un des événements internationaux les plus prestigieux dans le domaine de la réalité virtuelle, le Laval Virtual, qui s'est tenu encore cette année, très récemment, puisque c'était en avril, donc à Laval. Voilà, donc un beau pédigré, Simon. Donc en introduction, tu vas nous proposer de nous emmener d'abord, pour que ce soit tangible et plus concret, dans une petite balade dans un monde virtuel. Alors avant que tu prennes ta casquette de guide, j'avais 2 petites précisions à faire aux participants. Le monde virtuel que tu vas nous présenter nous emmène bien au-delà de la simple intégration de la réalité virtuelle dans les formations présentielles telles qu'on est en train de les faire, nous, là, au CNAM Pays de la Loire. Et ces mondes virtuels posent un certain nombre de questions de société, et ça peut même, dans une certaine mesure, inquiéter. Donc, voilà, pour autant, c'est à notre porte, c'est à Laval, j'ai envie de dire. C'est là, c'est existant, c'est pas ce que Facebook nous propose demain dans je ne sais pas combien de temps, c'est déjà existant. Et il nous semblait pertinent du coup de te laisser la parole pour que tu puisses nous éclairer sur ce qui est en train de se faire et comment ça peut bousculer la pédagogie. Ma deuxième précision, c'est n'hésitez pas, l'ensemble des participants, à poser au fur et à mesure vos questions, vos remarques, vos ressentis dans le chat de cette conférence, et puis nous les reprendrons du coup en fin d'intervention de Simon pour pouvoir y répondre. Voilà, donc Simon, c'est à toi. Eh bien, merci François pour cette introduction. C'est une joie de travailler ensemble. On avait déjà travaillé ensemble et là on se remet à travailler ensemble et puis on travaille beaucoup avec le CNAM, beaucoup avec le projet de Jenny dont je vais parler tout à l'heure. Donc, merci à tous d'être présents et puis c'est un plaisir d'échanger avec vous. Voilà, tous vos commentaires et questions dans le chat seront les bienvenus. Donc là, vous avez le titre de la présentation. Je voulais démarrer juste par une citation d'Albert Einstein qui parle de créer des conditions dans lesquelles les étudiants peuvent apprendre. Et j'aime bien ça parce que c'est un peu le côté, c'est-à-dire que nous, en tant qu'enseignants, on va peut-être devenir des metteurs en scène, en fait, plus que des enseignants descendants, comme on le fait beaucoup trop, quelque part. On va devenir des metteurs en scène. Et puis, grâce aux technologies de la réalité virtuelle, tout ça, on va pouvoir se mettre en scène et mettre en scène nos cours. Et comme je suis moi-même acteur, comédien, j'aime beaucoup le théâtre d'improvisation que je pratique beaucoup à Laval. Me mettre en scène, ça peut être super génial. Ok, alors comme l'a dit François, tout de suite je vais vous proposer une petite excursion dans le monde virtuel. Donc là, vous voyez mon avatar, c'est moi, c'est ma représentation, mon incarnation dans ce monde virtuel, voilà, et je vais vous emmener donc faire un petit tour dans ce monde virtuel. Alors voilà, je vais remettre en vision normale parce que quand je vais dans le monde virtuel, je me vois comme ça, je me vois à la 3e personne et je peux. Donc là, je suis en temps réel, je dirige mon avatar à droite, à gauche avec les petites flèches. Je vous propose, je vais même le faire courir en appuyant sur Shift. On va tout de suite aller faire un tour dans l'auditorium, dans un des auditoriums du Laval Virtual World. Voilà, donc quand vous arrivez dans un auditorium comme ça, vous voyez, bon voilà, un bel auditorium, on a refait enfin c'est comme un auditorium classique. Et puis voilà, quand je monte sur la scène, je peux afficher mon PowerPoint ici et puis voilà, et parler avec les gens dans la salle. J'ai quelques contrôles particuliers, je peux faire différentes choses, voilà, et puis je leur parle comme si ils étaient dans un amphi normal. Et puis je vais aller dans d'autres endroits aussi. Là, je suis dans l'auditorium. Je peux aussi aller parler sur la plage.
Ça, c'est intéressant parce que là, on commence à sortir un peu de ce qui existe dans le réel. Donc là, je suis sur une plage, je peux même aller faire un tour en bateau. Je vais courir vers le bateau. Et là, je suis carrément dans le bateau. Mais voilà, je vais me mettre au volant du bateau et hop, je vais pouvoir aller faire un tour directement au bateau, toujours avec mes petites flèches de clavier. Voilà. Là, je peux me balader dans le monde virtuel. Alors, ça peut être intéressant. On pourrait être 5 dans le bateau. On pourrait faire une réunion tous ensemble là dans le bateau. Là, vous voyez un bâtiment, c'est Neoma School. Donc, c'est une business school, c'est une école de commerce qui s'est installée dans le Laval Virtual World, donc qui a créé ces bâtiments, qui a ses salles de cours, et donc les étudiants rejoignent le campus de Neoma sur le monde virtuel, et puis peuvent venir comme ça voilà, suivre des cours. Alors, je ne sais plus où est-ce qu'on rentre. Ah oui, voilà, tiens, je peux revenir ici au port. Donc, c'est assez intéressant. J'ai déjà fait des réunions comme ça dans le bateau et ça permet d'être plus créatif comme ça. Voilà. Je vais me téléporter aussi. Bon, je vous emmène dans des salles un peu particulières. Voilà, la salle de concert. Donc là, qui est une salle, bon, plutôt, à la limite, on peut faire de l'incentive. Là, ici, je peux être sur la scène. Voilà, c'était la masterclass que j'ai réalisée la semaine dernière pour le tech. Et puis, ce qui est intéressant, c'est je peux faire faire un flash mob, par exemple. Je dis, tiens, je vais danser un peu la samba. Je clique sur samba. Et là, je me mets à danser. Et c'est assez sympa. Il y a un phénomène qui se passe qui est assez super parce qu'on se retrouve à plusieurs. Et là, vous imaginez en plein confinement, comme ça, pouvoir se retrouver une sorte de discothèque et danser tous ensemble parce que voilà, on peut danser, on prend plusieurs avatars. Donc, soit on danse tous la samba, soit il y en a qui dansent le twist, etc. Et voilà, c'est très sympathique. Et puis, juste pour terminer la petite visite, je vais aller dans une salle peut-être un peu plus classique. Donc là, je vais pas cliquer sur le beau bouton. Tac, tac, G9. Et puis, je vais aller dans la masterclass. Voilà, donc voilà. Donc là, on a une salle, pareil, on peut se réunir avec des étudiants, avec des différentes personnes. Et quand j'arrive sur la scène, j'ai accès à différents contrôles. Par exemple, là, vous voyez, j'ai enlevé des petites zones bleues. Là, je vais les remettre. Vous voyez, il y a des petites zones bleues autour des tables comme ça qui permettent de faire des groupes. Alors, plutôt que d'être dans Zoom ou Teams où je crée des sous-groupes, là, je crée des sous-groupes physiques, c'est-à-dire physiques, virtuellement physiques. Et quand les gens se mettent autour de la table, ils s'entendent juste entre eux. Et si je rentre dans cette zone bleue, là, j'entends ce qui est en train de se dire autour de la table. Et donc, imaginons que j'ai mis des étudiants autour de toute cette table pour faire une créativité ou tout comme ça. Je peux aller les voir. Bon, vous en êtes où, etc. Est-ce que vous avez trouvé ce que vous allez dire, etc. Voilà. Bon, donc voilà, ça c'est le monde virtuel tel qu'il existe. Et donc je vais revenir à la présentation normale. Ce monde virtuel est un monde permanent, hein, donc c'est le Laval Virtual World. Vous pouvez créer votre compte et puis y aller. C'est sur une plateforme qui s'appelle Virbela, c'est des Américains. Voilà. On va y revenir. Donc là, vous avez vécu une expérience similaire à ce que vous vivrez dans le métavers dont on parle beaucoup. Et puis, voilà, la différence qu'il y aura avec le métavers, c'est que vous passerez facilement d'un monde à l'autre en conservant votre avatar. Là, on était dans une plateforme, on était dans Virbela. Et si je change de plateforme, je vais faire un autre avatar, etc. Et donc là, dans le métavers, on aura notre propre avatar qui conservera ses propriétés suivant les différents mondes. Voilà, alors, quelques définitions quand même. On parle de métavers, on parle de XR. Jumeaux numériques, c'est quoi tout ça? Alors, les métavers, en fait, quelque part, on pourrait appeler ça des mondes virtuels persistants et qui sont à la fois sociaux, parce qu'on peut se rencontrer en venant de différents horizons, de différents pays, etc. Ils sont connectés, ils sont accessibles via le web et ils sont immersifs, c'est-à-dire que si je veux, je peux mettre un casque de réalité virtuelle pour me sentir encore plus immergé à l'intérieur. Ce n'est pas obligatoire, mais je peux le faire. Là, j'ai mis par exemple le monde virtuel proposé par Eon Reality. Il faut savoir qu'il y a plus de 250 mondes virtuels qui ont été référencés par le service Business Intelligence de Laval Virtual. Et là, c'est le Knowledge Metaverse de Eon Reality. Donc en fait, un métaverse, c'est une sorte de nouvel espace-temps
social, connecté, persistant, immersif. C'est un peu les 4 clés pour le définir. Dedans, il y a une organisation sociale qui est un enjeu majeur quand même, comme dans une salle de classe. Il y a des communautés qui développent leurs infrastructures. Alors, François a parlé bien sûr de Meta, ex-Facebook, qui ferait partie de son monde virtuel, mais il y en a beaucoup d'autres, il y en a au moins 250, comme je l'ai dit. Le gros verrou technique, c'est l'interopérabilité des hardware et des softwares, que ce soit sur smartphone, sur mon ordinateur, dans un casque, quelle que soit sa marque, quel que soit le software que j'utilise, il faut que je puisse entrer dans tous les mondes. Ça, c'est pas encore réglé, c'est chacun se bat pour imposer son standard. Hein. Meta est parti en avance, met des milliards sur la table. Bon, voilà, et il y aura peut-être 5 ans pour réussir à voir plus clair là-dedans. Il y aura un impact majeur sur nos sociétés. Ça va permettre pour moi une intelligence humaine augmentée. Et puis tout ce qui est XR, quand on parle de XR, donc VR, Virtual Reality, Augmented Reality, Mixed Reality, donc on a mis un X devant pour dire X-Reality, ce sont les moyens d'expérientiation. Il n'y a pas que ça dans le métavers, c'est ce qu'on voit, c'est la partie émergée de l'iceberg. Il y a aussi tout ce qui est web derrière, sécurité, etc. Et puis, ça aura des impacts expérientiels, éthiques et existentiels. Et ça peut amener un nouveau créneau pour les anthropologues qui pourront faire des études anthropologiques. Par exemple, ils pourront regarder les jeunes, hein, la génération Z, les Gen Z, là, nés entre 1994 et 2011. Pour eux, ces mondes virtuels, c'est pas un échappatoire, c'est une prolongation de la réalité. Pour eux, voilà, ils sont aussi à l'aise, sont même encore plus à l'aise dans les mondes virtuels que dans les mondes réels. De toute façon, ils ont déjà l'habitude de passer, là on le voit, 12 heures pour 6 heures, donc 2 fois plus de temps dans les mondes virtuels. Donc ça a été réalisé sur 1000 jeunes génération Z, hein, cette étude, par Razorfish. Voilà, donc ils passent 2 fois plus de temps déjà à distance, sur leur smartphone, etc., donc dans des mondes virtuels, on va dire. Et puis, ils se sentent plus à l'aise, à 52%, se sentent plus à l'aise, plus eux-mêmes dans un monde virtuel que dans la réalité. Ça, c'est quelque chose qui pose question quand même, et qui fait que eux, ils sont prêts pour le métaverse, ils sont même demandeurs, ils sont plus à l'aise dans le métaverse que dans le monde réel. Jumeaux numériques, quand on parle de jumeaux numériques, là j'ai pris une image pareil de Aeon Reality, donc vous voyez un scanner et puis le médecin ou le technicien, je ne sais pas quoi, qui est chargé de faire marcher ce scanner. Vous avez en 3D comment fonctionne ce scanner, vous voyez toutes les pièces, etc. Et le fait, on est un jumeau numérique quand les deux sont connectés. C'est-à-dire, là, il appuie sur un bouton réel, et bien, ça va mettre en marche la reproduction virtuelle du scanner. Et puis, il y a des données qui vont être enregistrées, par exemple, je sais pas, la température de certaines pièces du scanner, combien de temps il a fonctionné, etc. Et tout ça, c'est connecté. C'est-à-dire, le monde virtuel et le monde réel sont connectés. J'y reviendrai avec un exemple tout à l'heure sur la Formule 1 qui sera peut-être plus parlant. Donc, en synthèse pour ce petit glossaire, donc un nouvel espace-temps avec le métavers, des technologies d'expérimentation, je ne sais pas trop si ça se dit, avec les X-Reality, toutes les réalités immersives, et puis le Digital Twin, le jumeau numérique, qui est la reproduction 3D et connectée au réel. Alors, pour cet exposé, je vais faire trois parties: incarnation, perception, interaction. Et puis on fera une conclusion et puis des partages après, des questions. Alors pourquoi je parle d'incarnation, perception, interaction? C'est parce qu'on est en train de monter une chaire actuellement, donc la deuxième chaire après la chaire Time to Concept, où on va avoir 3 axes de recherche: incarnation, perception, interaction. Donc je vais vous parler de ces 3 axes. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces 3 termes? Et puis derrière tout ça, on voudra étudier dans la chaire la performance collaborative via les technologies immersives, via les mondes virtuels, donc via un peu le métavers. Alors, démarrons tout de suite avec le premier axe qui est l'incarnation. Alors l'incarnation, c'est quoi l'incarnation? C'est les rapports au corps et aux autres en environnement virtuel collaboratif. Donc, en fait, c'est comment on va se représenter, comment je vais choisir mon avatar, ou comment il va y avoir aussi, alors, juste encore un mot de vocabulaire. Avatar, c'est moi qui le dirige, c'est une sorte de marionnette. Quand on parlera d'agent, c'est une entité virtuelle qui est guidée par une intelligence artificielle, donc il n'y a pas quelqu'un derrière. Alors, des fois, on ne saura pas trop, hein. Des fois, dans les jeux vidéo, vous ne savez pas trop, est-ce que c'est un agent, est-ce que c'est un avatar?
voilà. Et donc l'idée, on va regarder comment tout ça, comment on collabore et comment les caractéristiques individuelles vont influencer les différents facteurs. On va regarder les environnements multiplateformes et on va regarder les expériences d'interaction sociale. Là, je vous ai emmené dans le LV World. Là, c'est le Virtual Human Project fait par un enseignant-chercheur de mon labo pour exprimer des émotions avec les avatars. Et puis là, c'est une application qui existe pour entraîner aux soft skills. Par exemple, vous êtes manager, vous devez virer cette personne, lui apprendre que voilà, vous allez mettre fin à son contrat. Et puis, évidemment, elle ne va pas rester statique, elle va se défendre en passant sur différentes modalités, différentes émotions, et vous aurez à réagir de la bonne façon. En 2020, on a eu une bonne surprise parce qu'en fait, 2020, on était confinés, donc on a fait pour la première fois le Laval Virtual, donc on a fait la 24e édition, vous avez la fiche de la 20e édition juste derrière moi, et là, on a fait pour la première fois, on était obligés, c'était une obligation, mais une bonne surprise de faire le Laval Virtual World pour créer l'événement Laval Virtual, et on s'est aperçu que c'était génial, quoi. Là, on a vu danser, rencontrer des amis, rencontrer des collègues internationaux. On a eu vraiment l'impression qu'on les avait rencontrés en vrai, quoi. Par rapport à une conférence, une visio Teams ou Zoom, on se souvient plus trop qui était dedans. Là, le fait d'avoir serré la main d'un avatar en plein confinement, du professeur Miyata, par exemple, etc., je me souviens que je l'ai rencontré. Et puis, on a eu un monde fou. C'était assez sympa. On avait plus de 6500 avatars dans le monde virtuel. Alors après, j'ai utilisé ça pour mes cours, pour faire des cours, parce qu'on était encore confinés. Je me suis dit, bon, c'est peut-être mieux que Zoom et Teams. Et en effet, j'ai vu pas mal d'avantages à rassembler mes étudiants dans le monde virtuel. Déjà, c'est plus ludique. On a vu qu'ils étaient prêts à aller là-dedans, donc pour eux, ils étaient super à l'aise. J'ai pu faire des icebreakers, c'est-à-dire leur dire, écoutez, vous allez vous mettre en ligne par mois de naissance. Tac, 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 on fait bouger l'avatar, on se met par mois de naissance, par département de naissance, etc. On peut faire des icebreakers comme ça, voilà, on fait une course, un monome, etc. C'est simple de les interpeller, parce que là, par exemple, je vois Alban à côté, qui, si je la vois plus bouger, je dis, Alban, ça va, tu es toujours là? Oui, alors bouge ton avatar, etc. En plus, j'ai leur nom directement au-dessus d'eux par rapport à dans un vrai amphi, on ne sait pas le nom des étudiants en général, on a du mal à les retenir. Facile de voir qui est inactif, créatif, multi-écran. Donc là, vous voyez par exemple un exposé où je leur disais, vous me préparez un exposé, donc là qui est affiché sur l'écran, et je veux voir vos webcams, comme ça, pour voir un peu le côté communication non verbale dans leur présentation. Et donc, c'était sympa, j'ai bien aimé, et eux aussi ont kiffé grave. Et vous voyez, là, j'ai mis des petites flèches parce que finalement, ils ont de l'humour quand même. Il y avait plein de Simon Richir mis dedans, quoi. Ils avaient reproduit mon avatar. En fait, ils s'étaient habillés comme moi, ils avaient personnalisé leur avatar comme moi, et voilà, je trouvais ça très marrant. Quand je suis arrivé en cours, j'ai dit, ouais, il y en a 20 qui sont comme moi, c'était trop marrant, c'était voilà, pas mal. On fait des études sur l'incarnation. Là, dans le labo, on est en train de faire une expérimentation. Là, vous êtes dans un casque de réalité virtuelle. Vous avez vos mains qui sont captées pas par des manettes, hein, c'est vraiment, vous êtes en mouvement naturel. Elles sont captées par un petit système. On vous met un vrai bracelet, et dans le monde virtuel, il y a un faux bracelet pour vraiment faire un pont entre le monde virtuel et le monde réel. Et puis, on vous met une prothèse à la place de votre main. Vous avez toujours votre main, on ne va pas vous l'enlever en vrai, mais dans le monde virtuel, c'est une prothèse. Et bien, il se passe quelque chose au bout d'un moment. Vous avez vraiment l'impression d'avoir un marteau à la place de votre main et vous tapez comme un fou sur la table, etc. Voilà, on étudie, donc c'est vraiment un phénomène d'incarnation assez fort. Autre chose, on étudie, est-ce que incarner Léonard de Vinci nous rend plus créatifs? Donc là, on a reproduit Léonard de Vinci, assez jeune. Vous l'incarnez dans le monde virtuel, vous le voyez dans la glace, donc vous êtes, au bout d'un moment, vous voyez, c'est les mains de Léonard de Vinci, vous êtes dans l'Italie de l'époque, de la Renaissance, etc. Et puis, au bout d'un moment, voilà, vous êtes dans Léonard de Vinci. Et on cherche à voir si on va observer des choses qui ont déjà été montrées par Stéphanie Buzine du CESI, par exemple. Est-ce que changer son avatar a une influence énorme sur la performance? A priori, oui. Et puis, ça permet de changer la perception de soi-même et ça fait tomber des mécanismes de l'autocensure. C'est-à-dire que si je suis dans une réunion avec vous et que j'incarne un personnage, peut-être je vais dire des choses plus naturellement. Je vais lâcher prise plus naturellement, et c'est beaucoup
c'est beaucoup plus intéressant dans une séance de créativité de vraiment lâcher prise. Donc, la réalité virtuelle peut nous permettre de lâcher prise, va nous permettre d'être plus créatifs. Et voilà, c'est les hypothèses qu'on est en train de vérifier avec nos expérimentations. Et si on allait plus loin, et si on incarnait des animaux directement pour incarner notre empathie. Ça, c'est l'hypothèse d'une doctorante, Alexandra Sierra Rativa, qui a créé Justin Bieber VR, voilà, qui permet voilà, d'être plus en empathie avec les animaux, donc avec la nature, en incarnant voilà ça. Donc, juste une petite synthèse de cette première partie. Donc, l'idée, ça accentue le sentiment de présence dans l'environnement virtuel, ça lève les inhibitions, et puis les étudiants sont très à l'aise avec leur avatar. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de schizophrénie demain? Dire, ah non, vite, je mets mon avatar, je ne veux pas que vous me voyez en vrai, je veux que vous voyez mon avatar. Si vous avez des questions, des remarques par rapport à ça, tout de suite, à chaud, vous me notez dans le chat, hein, clac, vous notez les choses, questions ou commentaires, ou voilà, ou feedback. OK. Voilà, alors tout de suite, deuxième axe, la perception. Donc là, on va parler de perception des environnements, des objets, des phénomènes en réalité virtuelle collaborative. Donc là, on va s'intéresser à la représentation des environnements, tout ce qui est cohérence graphique, pour ne pas essayer de tomber dans l'uncanny valley, perception des matières, l'intelligibilité des phénomènes complexes. Par exemple, en perception, là, par exemple, je mets une personne face à une foule. Alors, c'est une foule, alors là, ce ne sont pas des avatars, ce sont des agents, et qui ont été trafiqués pour avoir des yeux importants, pour vraiment regarder, faire « oh », etc. Là, c'est pour lutter contre la phobie de s'exprimer en public. Hein, c'est le truc qui fait plus peur que la mort aux gens. Voilà, je dois m'exprimer en public, donc je vais pouvoir percevoir ces gens qui sont là et m'entraîner à parler en public. Puis en formation professionnelle, je vais percevoir, là on parlait de découpe de dingue, je vais percevoir l'environnement, etc. Là, par exemple, si je suis dans la station spatiale, un spationaute en formation, etc., la perception est importante. À Laval, on va monter une plateforme qui s'appelle CapLab. On a eu un financement d'1,5 million d'euros pour capturer les savoir-faire, les gestes techniques. Donc, imaginez un soudeur qu'on mette au milieu du studio qu'on va acheter, là, qui est un studio avec 60 caméras qui permet de filmer en 4D. C'est-à-dire, vraiment, je ne vais pas être une vidéo où j'ai qu'une caméra, je vais tout filmer. Et après, je peux me mettre à la place de la personne que j'ai filmée, je peux entrer à l'intérieur de la machine, voir zoomer, etc. Donc, imaginons que je mette un soudeur au milieu de ce studio qu'on trouve à Hollywood, par exemple, eh ben, je vais pouvoir enregistrer son geste technique très précisément, puis je vais pouvoir plonger à l'intérieur peut-être de la soudure qu'il a faite, voir un peu, me mettre à sa place, incarner le soudeur et puis refaire son geste des centaines de fois si j'ai besoin pour apprendre. Donc avec cette plateforme-là, on va vraiment étudier à la fois la perception de l'environnement, l'incarnation, etc. Grâce à tout ça, quoi. Donc, perception, on voit bien la perception des phénomènes complexes, mais il n'y a pas que ça. Là, par exemple, c'est des travaux qu'on a fait avec Manan Hummel pour percevoir comment on peut nettoyer l'air, purifier l'air d'une salle de classe en période Covid. Vous imaginez, donc là, la zone rouge, c'est là où il y a peut-être plus des Covidés dans le coin, où je ne sais pas, où l'air est moins pur. En combien de temps la machine va le nettoyer? Donc, on va visualiser des phénomènes invisibles, parce que c'est compliqué à visualiser. Donc l'invisible, on pourrait visualiser aussi le Wi-Fi. Est-ce que, tiens, il y a plus de Wi-Fi dans ce coin-là? Je vais me connecter dans ce coin-là. Comment je le vois actuellement? Je le vois juste avec les petites barres sur mon téléphone. Je pourrais le visualiser mieux. On peut visualiser les sensations de confort. On avait travaillé avec Saint-Gobain et puis pour savoir un peu comment je peux représenter dans un monde virtuel, un endroit où il fera plus froid et plus chaud. Je mets un peu plus de bleu, un peu plus de rouge s'il fait plus chaud, etc. Les sensations sonores, etc. Des odeurs. Voilà. Et puis, plus loin, essayer de représenter les émotions. Comment je sens, comment la personne, quel est l'état émotionnel de la personne actuellement. Eh bien, peut-être je peux capturer leur attention, la communication non verbale. Il y a de plus en plus de casques qui nous permettent de capturer les mouvements des pupilles, qui vont nous capturer aussi les micro-expressions faciales, etc. pour essayer de voir, voilà, ça sert à rien que j'organise une réunion de créativité si les gens qui sont avec moi sont pas à l'aise, sont pas bien actuellement. Voilà, donc synthèse pour le côté perception. Le Graal, ce serait vraiment quand on arrivera à aller dans un métavers et on sera
complètement immergé, on sentira le vent, la chaleur, etc. Tout ça, les perceptions plurisensorielles, pas seulement la visualisation et le côté audition. Donc, on cherche à délivrer une expérience utilisateur plus complète, plus impactante. Et puis, la perception est-elle le point clé de la compréhension pour l'apprentissage? Peut-être. C'est vrai que j'ai vécu quelque chose, et ben d'un seul coup, le lieu, la perception influence. On se souvient tous de l'endroit où on était quand on a appris les attentats du 11 septembre. D'un seul coup, tac, ça nous a marqué parce que le lieu a marqué sur l'événement, etc. Donc, il y a sûrement des choses à faire. Toujours pareil, si vous avez des questions, des commentaires, vous mettez tout ça dans le chat. Voilà, impeccable. Troisième et dernier point, le côté interaction. Donc, l'interaction dans les mondes virtuels, donc toutes les modalités d'interaction, comment je peux interagir avec les environnements virtuels, capturer, prendre quelque chose dans l'environnement virtuel, mais aussi comment j'interagis avec les individus, comment je me serre la main, je passe des objets, etc. Et puis, étudier toutes les potentialités des mondes virtuels collaboratifs, parce qu'on peut faire énormément de choses. Alors, bien sûr, il y a un point numéro 1, c'est quand même l'utilisabilité. Donc là, on travaille avec des ergonomes cognitifs, parce que les manettes des casques, c'est pas très naturel. On voit toutes les nouvelles générations de casques sortent maintenant sans manette, capturent les mouvements des mains de façon de plus en plus précise parce que bon, c'est compliqué de réfléchir, ça prend de la charge cognitive, de dire attends, je dois cliquer sur le bouton au-dessus, tout ça. Ça prend beaucoup moins de charge de faire un mouvement naturel qu'on fait depuis qu'on est tout petit. Et puis tout ce qui est comodalité, je vais en parler dans le cadre de Genie, parce que Genie, c'est un gros projet, 9,5 millions d'euros, qu'on mène donc avec Arts et Métiers, le CNAM et le CESI. Avec ces 3 établissements, on représente 24 000 élèves ingénieurs, donc c'est énorme, on va pouvoir tester des choses super. Et puis on est aidé au niveau techno par le CEA Tech qui est quand même en pointe dans les domaines. Donc l'idée, ça va être de définir une offre de formation spécifique pour l'industrie du futur et on va travailler. Notre hypothèse de base pour ce projet qu'on a proposé à l'État, c'est de dire les jumeaux numériques vont nous aider à apprendre autrement, à être plus performants. Et là, un petit exemple de jumeaux numériques pour qu'on comprenne bien quand même ce que c'est le jumeau numérique. Vous avez tous assisté quelquefois ou vu des extraits de courses de Formule 1. Donc, vous voyez la Formule 1, la vraie Formule 1 avec le vrai chauffeur dedans, bon, comme ça, qui pilote. Et puis, dans les stands, eh ben, il y a le jumeau numérique de la Formule 1. C'est-à-dire, il y a la représentation 3D de la Formule 1 pour les ingénieurs qui sont dans les stands. Et elle est connectée, ce jumeau numérique est connecté en temps réel à la vraie voiture. On sait en temps réel l'usure des pneus, on sait combien il reste de carburant, même la température du moteur, etc. Et cerise sur le gâteau, les ingénieurs peuvent aussi déclencher des actions. C'est-à-dire le pilote, il est déjà bien chargé cognitivement pour maintenir sa voiture sur la trajectoire, savoir changer de vitesse, etc. Donc, il y a d'autres choses qu'il ne va pas gérer. Ce sont les ingénieurs qui vont gérer pour lui, qui, par exemple, s'il a besoin d'un peu plus de puissance, vont lui balancer un peu plus de puissance qui a été emmagasinée au freinage au moment où il va doubler quelqu'un, etc. Donc, on est vraiment dans le jumeau numérique. Vous voyez, il y a interaction entre le modèle physique et le modèle virtuel en temps réel. Et ça fait de la collaboration. Et là, on se dit qu'avec tout ça, on va être plus performant en enseignement. Alors, c'est quoi le user story par rapport à ces jumeaux numériques? Donc, je vais passer les 3 user stories en revue. La user story purement distancielle, c'est-à-dire là, j'ai Kevin, il se réveille le matin, il se connecte, pouf, sur son monde virtuel, comme on l'a fait tout à l'heure. Il va dans Laval Virtual World, enfin, il va aller dans le campus virtuel Genie. Il y a un agent qui l'accueille. Ouais, Kevin, t'es pas en avance, je te téléporte dans la salle de classe. Ok, dans la salle de classe, il retrouve le prof, l'avatar du prof, qui leur dit, écoutez, là, on est en classe inversée, vous avez fait votre devoir à la maison, c'est quelque part, vous vous êtes connecté sur le jumeau numérique de cette usine chimique, vous l'avez visité, vous le connaissez bien, allez, on va y faire un tour. Donc, le prof emmène ses élèves et pose des questions. Kevin, ça sert à quoi ces 2 réservoirs-là? Tu as dû le voir en visitant. Ah oui, ça sert à stocker les machins. Vous avez des questions? Oui, Sarah, tu as une question? Oui, je ne comprends pas pourquoi il y a cette vanne ici, parce que, en fait, écoute, très simple, Sarah, etc. Donc, voilà, interaction avec le prof. Après, le prof dit, OK, vous avez tous compris. On fait un petit quiz WooClap, par exemple, pour vérifier ou pour leur mettre une note, pour vérifier qu'ils ont bien fait le côté classe inversée. Et puis, le prof va les disséminer en groupe dans
des duplications de ce jumeau numérique et leur demander de dire par exemple, tiens, ben, allez, vous allez m'optimiser ça, ou alors ce jumeau numérique ne marche pas, j'ai fermé une vanne, etc. Vous allez rechercher et m'expliquer. Le prof, quand ils ont besoin de lui, il l'appelle, son avatar vient ou il est une petite vidéo, et puis à la fin, ils font leur exposé. Après 6 heures, après 30 heures de cours, dans le campus virtuel, voilà, ils disent, bon, voilà, nous, on a trouvé notre TP, on a fait ça, et puis on a vu qu'en fait, il y avait une vanne qui était fermée, etc. Ça, c'est le mode 100% distanciel, ce qu'on veut réaliser avec Genie. Le truc plus difficile, ça va être quand on va être en comodal, c'est-à-dire le prof est en réel, il est face à la vraie machine, il est en train de manipuler, grâce à un casque de réalité augmentée, le jumeau numérique de la vraie machine qui est là. Il a des élèves qui sont avec lui en réel. Et il a des élèves qui sont sous Teams, ou des élèves qu'on peut dire empêchés. Peut-être est-ce qu'ils ont le Covid, etc., ou est-ce qu'ils n'ont pas pu venir, ou est-ce qu'ils ne sont pas sur le même campus. Ils sont sous Teams. Et puis, il y a d'autres élèves qui sont sous casque de réalité virtuelle. Vous voyez, il y a de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle, du Teams, de la visio. Tous ces étudiants doivent s'entendre les uns les autres, doivent partager des documents, comme il y a au-dessus, là, voilà, des documents qui sont pour expliquer peut-être le fonctionnement de cette machine. Et puis, ils doivent entendre ce que le prof va expliquer, va faire sur le jumeau numérique et va transférer sur la machine réelle. Il peut faire des réglages sur la machine réelle qui vont aller sur le jumeau numérique. Voilà. Donc ça, c'est franchement le truc le plus compliqué du projet de Genie. On a 3 ans pour réussir à solutionner ça. Voilà, il y a de la techno, il y a de l'utilisabilité, etc. Et puis après, troisième scénario d'usage, troisième user story, c'est tous les étudiants sont en présentiel avec le prof. Alors là, par exemple, ils sont sur un jumeau numérique de l'infiniment petit, peut-être des molécules, etc. Et puis, ils peuvent le visualiser avec des lunettes de réalité augmentée, des tablettes, ordinateurs, iPad, casque de réalité virtuelle, etc. Tout ça. Bon, ça, a priori, ce sera un peu plus simple à gérer. Ils ont même plus besoin, à la limite, du campus virtuel. Donc là, c'est peut-être la position d'utilisation la plus simple à gérer. Voilà. Et pourquoi pas aller plus loin demain, le jumeau numérique du corps humain. Alors ça, on en rêve aussi, enfin, surtout les médecins. On est connecté en temps réel à nos données physiologiques, grâce à nos montres connectées, nos semelles connectées, nos lunettes connectées, etc. Peut-être des choses qui nous observent, des capteurs de température, etc. Et voilà. Donc, effectivement, là, il y a beaucoup de questions éthiques qui se posent. Est-ce qu'on donne accès à nos données à nos assureurs, voire carrément aux médecins, enfin aux médecins, oui, on va leur donner, mais voilà, il y a beaucoup de verrous technologiques et ergonomiques, là, c'est juste en réflexion que je vous lance ça. Donc, en synthèse, pour que vous puissiez poser des questions dans le chat, des jumeaux numériques accessibles depuis un monde virtuel persistant, donc peut-être depuis le métavers, on va dire, pour une interaction renforcée entre les participants, pour un apprentissage plus performant, ça c'est l'hypothèse qu'on fait dans le cadre de Genie, qui va nous permettre aussi, un peu ce que je disais dans la formation au début, de mettre le prof en mode metteur en scène, etc., et puis engager plus les étudiants, et puis une meilleure inclusion des personnes empêchées, ça c'est un point super important de Genie, on doit vraiment aider que tout le monde, qu'il n'y ait pas disons de barrières, de fractures numériques, etc. Voilà donc vos questions dans le chat. Conclusion, je ne sais plus où j'en suis au niveau de timing, 12h09, je ne sais pas si je suis bien. C'est bon au niveau timing, il va nous rester 6 minutes pour donc les questions. Ok, ça marche. Donc, pour conclure, 3 messages emportés. Un nouveau paradigme de formation sur lequel on travaille. Le Covid nous a montré que c'était possible. Les profs pouvaient aller dans le virtuel. Les jeunes sont prêts pour ça. Et puis, on va regarder si le jumeau numérique immersif fonctionne bien. Il faut inventer de nouvelles pratiques de formation plus performantes qui répondent aux attentes de nos générations Z et aux contraintes des organisations. Ça, c'est Yannick Raffnel, président de la EdTech, coprésident de la EdTech, qui sera le 10 mai à Laval, mardi. Et puis, voilà, on est au début d'une nouvelle ère. Alors, qu'est-ce qu'on va vouloir créer comme métavers? Pour l'instant, on reproduit l'existant. J'ai mis, voilà, vous voyez, des toilettes dans la salle de concert où je vous ai emmené. Donc, on se dit, mais ça sert complètement à rien. Les avatars n'ont pas besoin d'aller aux toilettes. Mais on a quand même reproduit l'existant pour que les gens s'approprient le monde virtuel. Et demain, quand on fera un cours sur, je ne sais pas, sur l'espace, on se posera dans l'espace sur, voilà, ça ne sert à rien d'aller dans un amphi, de faire asseoir les avatars. Beaucoup de gens me disent, je m'assois où? Tu n'as pas besoin de t'asseoir, tu es dans le monde virtuel, ton avatar, il n'est pas fatigué. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Et maintenant, séquence questions-réponses. Merci Simon, super. Il y a des questions qui sont arrivées donc, dans le chat. On a tout d'abord, je crois que c'est notre collègue Nicolas Calmont qui a
qui a ouvert le bal sur les questions. Donc, quel est le modèle économique pour les organismes de formation qui utiliseront cette technologie? Quel impact sur le coût des formations qui utiliseront ces nouveaux formats? Donc, la question du modèle économique des formations. Alors, là, dans le cadre de Genie, on a une obligation, enfin c'est financé par l'État, donc on a une obligation de terminer par un modèle open source, c'est-à-dire qu'on devra livrer une plateforme, un accès au campus virtuel aussi qui sera libre, parce qu'il y a l'idée aussi, il y a un intérêt pour nos écoles, pour le CNAM, pour l'ENSA, pour le CESI, aussi que d'autres étudiants, par exemple des étudiants de lycée, puissent aller gratuitement dans le monde virtuel et puis visiter une usine, visiter un jumeau numérique, etc. C'est pas mal, ça nous fera des étudiants futurs élèves ingénieurs. Voilà, aussi que les profs puissent aussi s'accaparer la plateforme et créer leur propre jumeau numérique. Et puis aussi que les EdTech, c'est pour ça qu'il y a des EdTech, puissent proposer des solutions parce que tous les profs ne vont pas se mettre à programmer des jumeaux numériques, etc. Et donc là, l'idée, c'est qu'on transfère un peu ce modèle et qu'il y ait des EdTech qui s'en emparent, qui puissent proposer des modèles économiques pertinents à des... voilà, donc effectivement, voilà, il y a une partie open source et puis une partie payante avec des offres qui sont développées par les EdTech. Merci Simon. Une question de Martin Holstein qui travaille donc au Conseil régional des Pays de la Loire. Comment cette technologie pourrait se conjuguer avec l'intelligence artificielle? Pourrait-elle diriger des agents? Oui, tout à fait. Effectivement, là, on regarde ça de près. Alors, c'est pas notre domaine d'expertise, on va dire, l'IA, mais on travaille avec d'autres organismes qui sont spécialistes là-dessus. Et c'est vrai que l'IA est très performante dès qu'il y a apprentissage, répétition, etc. Donc, effectivement, un petit module d'IA, quand je suis en train d'apprendre un geste technique, qui va regarder où je suis moins performant et puis peut-être me redonner des exercices dans le même domaine. Donc là, effectivement, il y a énormément de choses à faire avec tout ce qui sort au niveau de l'IA. Et quand je disais, les technologies XR dont nous sommes plus experts sont le côté expérientiation. Dans l'ensemble des autres technologies web, etc., il y a bien sûr l'IA. Et puis, bien sûr, elle pourrait diriger des agents. Moi, ce que je voudrais vérifier, c'est le côté, ce que j'appelle la grand-mère bienveillante, c'est-à-dire de mettre un agent à côté de chaque étudiant, ça c'est possible en virtuel, qui va l'encourager, à dire « Oh, super, bravo, bravo, tu as gagné, etc. » Un peu comme dans les jeux vidéo, on est récompensé, etc. Je pense que ce serait très performant. Et d'avoir un agent virtuel qui peut-être représente Léonard de Vinci ou Elon Musk, ou je ne sais pas, enfin quelqu'un qui est admiré par les étudiants, qui lui dit « Ouais, c'est super. » Moi, mon hypothèse, qu'on n'a pas encore validée scientifiquement, mais qu'on voudrait valider, c'est que ça va booster la performance des étudiants, leur engagement et puis voilà, leurs compétences derrière, quoi. Merci. Il y avait toujours une question de Martin qui était: y a-t-il des études scientifiques sur les conséquences psychologiques décrochage du réel, mais aussi CF, le film Her, que je trouve moi un bon film en tous les cas, je ne sais pas si tu l'as vu. Donc les conséquences psychologiques à confondre réel et virtuel. Tout à fait, là, c'est effectivement l'hypothèse, on a bien compris que ce qu'on cherche, c'est en fait avec nos étudiants dans le monde réel qu'on a du mal à focaliser. Je veux dire, je ne sais pas le temps qu'ils nous écoutent ou s'ils ne sont pas en train de faire autre chose sur leur smartphone. On l'a vu aussi à distance avec les écrans noirs sous Teams, sous Zoom, etc. pendant qu'on fait cours. Là, c'est vrai que la réalité virtuelle, on les focalise, on essaye de les engager plus grâce au côté ludique, etc. Est-ce qu'il peut y avoir aussi une conséquence psychologique, le mec qui ne peut plus lâcher, etc. Bon, je suis un peu optimiste là-dessus parce qu'on a dit ça quand sont apparus les jeux vidéo. On a dit « Ah, les gamins, ils vont être fous, ils vont rester dans le truc. » Alors, peut-être qu'ils sont devenus un peu fous parce que maintenant, ils passent plein de temps, etc. Mais quelque part, ils ne sont pas devenus complètement asociaux, etc. Et donc, je pense que voilà, les conséquences psychologiques vont être gérables, on va dire, mineures. Voilà. Et puis après, effectivement, là, ce qui m'inquiète plus, c'est peut-être l'étude de Razorfish qui dit que voilà, ils se sentent plus eux-mêmes dans un monde virtuel. Bon, effectivement, alors est-ce que voilà, il faut lutter en disant ouais, faut limiter le nombre d'heures d'écran, tout ça, on a du mal, hein, je sais pas si ça marche ce truc-là, ou venir avec eux et puis dire effectivement on va incarner des trucs, mais on va connaître, voilà, c'est pour ça qu'on étudie les choses, on va connaître les dangers de l'incarnation, les limites de l'incarnation et peut-être leur faire changer d'avatar régulièrement. Il y a peut-être des choses à faire comme ça, quoi. Ok, super. Donc nous avons pris toutes les questions.
Un grand merci, Simon. Ouais, je sais pas, il y avait juste une question de Jean-Baptiste qui a mis une question. Comment faites-vous pour que vos réalisations production prennent en compte les enjeux environnementaux numériques responsables? Ah, très bonne question, ça, parce qu'effectivement, là, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment de réponse là-dessus. Est-ce que, voilà, on est en streaming? Est-ce que les serveurs sur lesquels, où sont les serveurs sur lesquels on héberge nos données? Est-ce qu'ils sont alimentés par des éoliennes plutôt que des choses? La seule chose qu'on sait pour l'instant, c'est qu'effectivement, quand on entraîne aux gestes, par exemple, pour faire de la peinture industrielle, bah, par rapport à utiliser de la vraie peinture industrielle, polluer l'air, etc., là, je pense que le bilan carbone, il doit être bon. Après, voilà, c'est un peu toutes les questions qu'on a, WhatsApp, tous nos échanges, etc. Alors Thierry, tu as peut-être un avis là-dessus, je vois que tu lèves la main. Oui, je voulais apporter une petite contribution parce que j'étais dans un groupe de travail sur le sujet, où le sujet a été abordé hier. En fait, le coût environnemental de tout ce qui est technologie IT, ordinateur, téléphone, c'est le coût de fabrication qui est énorme, qui est très polluant et qui est très énergivore. C'est-à-dire que sur la durée de vie d'un ordinateur portable personnel, il y a à peu près 80% de l'énergie qui a été faite pour le fabriquer. Donc, en fait, les histoires de débit et sont pas si importants par rapport à la fabrication. Et l'autre facteur à prendre en compte, c'est aussi de se dire que, en utilisant ces technologies, la visio qu'on est en train de faire, on économise énormément en temps de transport, en utilisation de l'avion et de toutes les conférences qui se passent en ce moment, où il y en a une bonne partie maintenant en hybride, en virtuel. Ce sont aussi des économies d'énergie en termes de transport. Voilà. C'était le petit témoignage. Merci Thierry pour cette précision. C'est d'ailleurs un sujet sur lequel travaille aussi le CNAM Pays de la Loire, et nous avons d'ailleurs même un rendez-vous cet après-midi avec un futur partenaire spécialiste de ces questions-là. Donc, puisque nous travaillons sur la question de la sobriété numérique, ou du moins comment on peut limiter notre impact ou prendre en compte notre impact donc sur l'environnement avec l'usage de ces outils numériques. Il ne s'agit pas de ne pas y aller, mais c'est d'y aller en bonne intelligence et en prenant en compte des scénarios pédagogiques qui puissent limiter l'impact de ces usages. Donc un grand merci Simon pour ta participation. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi et de t'avoir parmi nous. Merci pour ton expertise. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a pas fait peur, mais que ça vous a en tous les cas donné envie d'explorer un peu plus cette question d'introduction de l'immersion et des pédagogies faisant appel à la réalité virtuelle. Donc la prochaine séance, la date n'est pas encore calée, elle est en train de s'ajuster. Il y aura donc une troisième qui sera sur une thématique qu'on est en train d'ajuster également. Donc vous en aurez connaissance d'ici peu. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée. Il fait beau, donc le week-end devrait être beau. Un bon week-end à suivre. Encore merci à toutes et tous pour votre participation et donc à très bientôt. Merci encore Simon. Merci à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.